Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Maxime Lignan et je travaille à la division des avis techniques du CSTC. L'un de mes domaines de prédilection est l'acoustique. Je suis également membre du comité technique acoustique du CSTC. Dans le cadre de cette présentation, je vais vous parler de l'isolation acoustique des planchers et plus particulièrement des bruits d'impact. Les bruits d'impact ou les bruits de choc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bruits auxquels on est tous sollicités chaque jour. Il s'agit des déplacements d'objets sur le sol, le déplacement de talons, des objets qui tombent sur un plancher. Bref, ce sont tous les bruits qui sollicitent le plancher et se propagent à travers la structure du bâtiment, comme on peut le voir sur le chemin ci-dessus et les différentes transmissions qui sont indiquées par les flèches vertes. En Belgique, il faut savoir qu'il existe des exigences à respecter, et notamment pour les habitations, il s'agit de la norme la NBN S01-400-1, qui définit des exigences en termes d'isolation au bruit de choc, c'est ce qui nous intéresse particulièrement dans cet exposé, mais elle aborde également les performances d'isolement par rapport au bruit aérien, au bruit des équipements, également l'isolation des façades. Cette norme donc définit des exigences, donc c'est la valeur L'Ntw, en fonction du type de local et du confort souhaité. Si aucune exigence ne sont définies dans le cahier des charges ou dans un document contractuel, ce sera le confort acoustique normal qui sera d'application. Et donc cette norme définit une valeur L'Ntw qui soit inférieure à 58 ou 54 décibels en fonction du type de local. Attention, il s'agit d'une valeur maximale à respecter et à ne pas dépasser. Sachez que dans le cadre de rénovation, où des solutions acoustiques ne sont pas toujours facilement à mettre en œuvre, des dérogations sont possibles. Cette norme est actuellement en cours de révision et est d'ailleurs soumise à une enquête publique. Elle est accessible via le site du Bureau de normalisation. Comment allons-nous pouvoir respecter ces exigences et réduire la transmission à travers la structure? La grande différence des bruits d'impact par rapport à la transmission aérienne du son, c'est que on transmet une quantité considérable d'énergie dans le plancher et qui est directement injectée dans la structure. L'une des premières solutions qui nous vient à l'esprit pour réduire la transmission du bruit à travers un plancher est d'augmenter la masse de ce dernier. Mais vous allez le voir, cette solution est malheureusement insuffisante. Rappelez-vous la loi des masses, qu'est-ce qu'elle disait? On voyait que par doublement de la masse, on pouvait améliorer les performances d'isolement acoustique de 9 décibels. Prenons quelques exemples de niveau sonore par rapport au bruit de choc. Donc, dans un premier temps, 12 cm de béton présentera une valeur LNTW de 83. Doublons sa masse, donc 24 cm de béton présentera une valeur LNTW de 74. Et doublons encore une fois cette masse, donc 48 cm de béton présentera une valeur LNTW de 65. Si on compare à la valeur la plus défavorable de la norme par rapport au bruit de choc, on verra que cette valeur de 65 est largement supérieure aux 58 demandées in situ selon la norme. Donc la loi de masse qui dit d'augmenter la masse n'est pas une solution efficace et suffisante pour respecter les exigences de la norme. L'idée donc sera donc d'appliquer le principe masse ressort masse et donc la réalisation de chape flottante. Une autre solution serait de faire varier le système de revêtement de sol. Ce sont des solutions qui peuvent fonctionner avec certains types, notamment les revêtements de sol stratifiés, les parquets flottements sur éléments antivibratiles, les tapis, les vinyles, sous certaines conditions. Mais attention, ces solutions sont insuffisantes en Belgique, parce que la norme propre aux habitations mentionne que les exigences doivent être obtenues avec ou sans revêtement. Et donc, cette solution, malheureusement, ne peut pas être retenue pour respecter les exigences en termes de bruit de choc, et donc seule la réalisation d'une chape flottante pour. Reprenons quelques performances de revêtement de sol par rapport au niveau d'isolation de bruit de choc. Donc sur le graphique sur la gauche, j'ai d'abord repris les exigences de la norme, à savoir 58, 54 et 50 pour le confort supérieur. Savoir que le niveau de pression d'une dalle nue donc, se situe entre 79 et 80. Sur cette dalle nue, donc, on va venir coller un carrelage. Les performances de ce carrelage, on obtiendra des valeurs entre 75 et 79. Si on place sous ce carrelage une sous-couche de décélération, on pourra faire descendre les performances et obtenir des valeurs de 67. Pour tout ce qui est système de parquet collé directement sur cette dalle, on peut obtenir des valeurs entre 67 et 78.
Ces performances sont notamment variables en fonction du type de colle utilisé et de sa souplesse. Ensuite vient tous les parquets stratifiés ou les systèmes flottants sur une sous-couche de décélération. On obtient des valeurs entre 50 et 58 décibels. Les vinyles collés sur ces dalles, on peut obtenir des valeurs entre 53 et 62. Petite remarque pour les parquets posés sur une couche de décélération, on remarque de grosses différences entre les valeurs mesurées en laboratoire et celles obtenues sur chantier. Cette différence vient du fait que en laboratoire, on mesure sur des petits échantillons, comme vous pouvez le voir sur la photo ici, et donc l'énergie se dissipe beaucoup plus facilement latéralement, et donc c'est la raison pour laquelle on obtient de moins bonnes performances sur chantier. Ensuite, au niveau des meilleures performances de revêtement, on voit que tout ce qui est système de tapis, on peut obtenir des valeurs de 45 à 58. Et donc ça, c'est variable en fonction de l'épaisseur du tapis mis en œuvre et de sa souplesse. Maintenant, gardez à l'esprit que les solutions donc, de revêtement sont malheureusement insuffisantes par rapport à la norme. Donc, comme on l'a vu précédemment, pour réduire ce bruit d'impact, on va devoir optimiser le système masse-ressort-masse. Donc premièrement, il faut savoir que l'oreille humaine, on est beaucoup moins sensible dans les basses fréquences et donc on va moins bien entendre dans les basses fréquences. Il faut également retenir que chaque système masse-ressort-masse possède une fréquence de résonance propre à laquelle la transmission du son sera maximum et ensuite, passé cette fréquence de résonance, la chute sera beaucoup plus rapide de l'isolation acoustique si le système fonctionne bien. Donc l'idée du système masse-ressort-masse pour l'optimiser, ça va être d'essayer de déplacer cette fréquence de résonance dans les basses fréquences. Et donc pour ce faire, si on se base sur la formule qui établit la fréquence de résonance, on va essayer de 1 jouer sur la masse M', qui correspond donc à la masse reposant sur chaque mètre carré du produit antivibratile mis en œuvre. Ou alors on va jouer sur les caractéristiques de la sous-couche mise en œuvre, et donc on va diminuer la valeur S, donc qui correspond à la rigidité dynamique de la sous-couche. Parmi les systèmes masse-ressort-masse, il existe 3 solutions types. La première, la plus classique, qui constitue l'achat flottante traditionnelle. Donc en quoi elle consiste? C'est tout simplement une sous-couche anti-vibratile, une couche de dissuasion qui est appliquée de manière continue sur tout le plancher, comme on peut le voir en mauve sur le schéma ci-dessous. L'autre solution, c'est qu'on va répartir cette sous-couche de manière linéaire. Donc, c'est l'élément résilient qu'on peut voir ici, qui est placé sur une gîte en bois. Et la troisième solution, on va répartir donc la charge sur des éléments ponctuels, donc sous forme de plots, un petit peu comme les cylindres blocs. Donc, c'est les petits éléments en verre qu'on peut voir ici, par exemple. Ce type de solution est appliqué notamment pour les dettes de l'isolation d'équipements techniques. Il faut savoir donc que les solutions type 2 et type 3 sont plus applicables en rénovation ou dans le cadre de construction en bois. Dans la suite de mon exposé, je vais essentiellement aborder le type 1, donc la solution de plancher flottant traditionnel. Parmi les solutions de type 1, il en existe deux à proprement parler, donc l'achat flottant dite sèche, qui elle possède comme avantage qu'elle est simple à mettre en œuvre et elle est beaucoup moins sensible aux petits défauts de mise en œuvre que les planchers flottants traditionnels. Par contre, étant donné que la masse en partie supérieure est relativement réduite, c'est essentiellement la couche inférieure qui devrait être particulièrement élastique. Et également, le plancher devrait être relativement lourd, c'est-à-dire qu'il faudra au moins avoir 20 cm de béton, donc avoir une masse surfacique de l'ordre de 450 kg par mètre carré pour obtenir de bons résultats avec ce système. L'autre système, donc la chape flottante plus traditionnelle, donc à base d'une chape à base de ciment, en quoi ça consiste? Pour respecter les exigences, donc premièrement, on a un plancher porteur qui doit présenter une masse surfacique d'au moins 450 kg par mètre carré. Ensuite, on a une couche de remplissage qui est souvent utilisée pour ses caractéristiques thermiques et respecter les exigences PB. Sur cette couche de remplissage vient l'élément anti-vibratile en tant que tel.
Et donc là, je préférera et on choisira une sous-couche avec une caractéristique delta LW qui soit au moins supérieure à 20 décibels. Et ensuite, sur cette sous-couche viendra la chape et ensuite son revêtement avec les plaintes et la bonne desserration des plaintes par rapport au revêtement à l'aide d'un joint souple. Attention, cette solution par rapport à la solution de la chape-chaise est très sensible à la mise en œuvre. Le moins de dysfonctionnement, le moins de contact dur va malheureusement détériorer toutes les performances du système et les bons résultats. Je vous propose donc maintenant de revenir en détail sur les différents points d'attention pour la bonne réalisation d'une chape flottante. Premièrement, il faut être vigilant à la remontée latérale, donc représentée ici sur le schéma en mauve. Cette remontée latérale doit être suffisante et devra être découpée avant la réalisation des plaintes et après la pose du revêtement de sol. Attention à bien utiliser un outil adapté pour la découpe. Il ne s'agit pas de l'arracher à la main au risque de pouvoir détériorer cette remontée et de bloquer ainsi le système flottant. Donc la première étape pour la réalisation d'une bonne chape flottante consiste à l'application et la réalisation d'une couche d'isolation sur les conduites. Donc cette couche est très importante. Elle peut consister en l'application d'une chape isolante projetée à base de polyuréthane par exemple, ou une chape allégée à l'aide de billes de polystyrène, ou tout autre système de couche d'aisation. Donc cette couche est très importante, elle permettra d'éviter tout contact dur et toute détérioration de la sous-couche acoustique. Dans certaines situations, malheureusement, cette couche d'aiguisation ne vient pas combler toute l'épaisseur des tuyaux. Et donc dans ce cas de figure, afin d'obtenir des bons résultats, la réalisation d'une docine peut être réalisée pour venir combler toute l'épaisseur des tuyaux. Et donc cette docine, c'est un petit peu comme une sorte de dodane qu'on vient réaliser au-dessus des tuyaux qui sont en surépaisseur. Ensuite, une fois que cette couche d'aération, ben, vient proprement parler la pose de la membrane de la sous-couche acoustique. Dans un premier temps, on s'assurera que le support soit bien propre et soit exempt de matériaux pouvant détériorer ou déchirer cette sous-couche. La sous-couche, on devra assurer un bon recouvrement des laits. Donc pour ce faire, on essaiera de les coller à l'aide d'une bande adhésive. On sera également vigilant aux remontées périphériques sur l'ensemble des pièces. Donc chaque traversée, chaque conduite, on devra également assurer cette détérioration. Donc il faudra bien avoir une remontée à chaque percement, chaque détail compte, donc, notamment au niveau des angles rentrants et sortants. Là aussi, il faudra être vigilant à assurer un bon recouvrement des laits. Une fois que la sous-couche est posée, vient la réalisation de la chape. Donc là aussi, il faut être vigilant. Tout objet tranchant susceptible de déchirer la chape doit être protégé. Et donc, notamment au niveau des pieds de la pompe à chape, mais on peut venir interposer et placer une sorte de chaussette à chaque pied pour éviter tout percement. On essaiera de chaque fois placer sous des objets un élément pour éviter de déterrer cette sous-couche. Ensuite vient la pose du revêtement en tant que tel. Là, j'insiste encore, le point très important, c'est de toujours assurer et avoir une certaine remontée de la sous-couche. Et donc la sous-couche devra être coupée uniquement après la pose du revêtement et avant la pose de la plainte. Et donc la plainte, une fois qu'elle est posée, il faut bien assurer la désorientation entre la plainte et le revêtement. Et donc cette désorientation est réalisée à l'aide d'un joint souple. Certaines sous-couches acoustiques à base de laine minérale, par exemple, nécessitent la mise en œuvre d'un V-screen, donc bien être vigilant à placer ce V-screen avant la réalisation de la chape. Dans le cas de structures légères avec l'interposition de bandes de désorientation sous les parois, il y a un autre point d'attention qui est très important, c'est que la remontée périphérique, comme on peut le voir ici, doit descendre jusqu'au niveau de la bande de désorientation des parois structurelles. Sinon, ben, la désorientation de la structure de la paroi par rapport au plancher ne fonctionne plus. Et donc là, il est vraiment très important de prévoir cet élément latéral.
et donc il faut le prévoir dès les couches de remplissage ou les différents éléments qui sont placés sur le plancher porteur. Quelques exemples de mauvaise mise en œuvre, mais donc tout simplement ici le manque de protection, le manque de recouvrement au niveau des laits, l'absence de bandes adhésives des laits et donc on n'a plus de recouvrement, euh, le mauvais recouvrement dans les angles rentrant ou sortant du mur, le percement de la sous-couche et le déchirement au niveau des pieds de la pompe à chope, l'absence de remontée au niveau des murs, pareil ici. Et donc tout ça, c'est des points qui vont occasionner soit des déchirures ou des points durs, des contacts durs, et donc qui vont détériorer et influencer les performances du système masse-ressort-masse. Voici un exemple concret qu'on a pu mesurer sur chantier où les plaintes avaient été fixées rigidement au niveau du revêtement, et donc on n'avait pas placé de joints souples, comme on peut le voir ici en rouge. Et donc qu'est-ce que ça dit en termes de résultats qu'on a pu mesurer? Donc vous avez en rouge les valeurs d'isolement en bruit de choc lorsque les plantes sont rigides avec le revêtement. Donc on avait mesuré une valeur L'Ntw de 67. Donc je rappelle, au plus cette mesure est grande, au moins les performances d'isolement sont bonnes. Et ensuite on est venu décoller, donc on a complètement retiré les plaintes, et donc on a pu mesurer là une valeur L'Ntw de 52. Donc gardez à l'esprit que donc ce découplage est vraiment très important au niveau des performances d'isolement en termes de bruit de choc. Donc sachez que le système de chape flottante fonctionne également en présence d'un chauffage par le sol. Donc sachez qu'il existe de nombreux systèmes sur le marché, des systèmes à plot. Donc c'est vraiment un élément qu'on vient mettre sur la sous-couche acoustique et les tuyaux sont placés à l'intérieur de ces plots. Ou les systèmes agrafés, donc c'est le système qu'on rencontre le plus habituellement, enfin le plus couramment sur chantier, où il existe encore carrément deux systèmes avec des panneaux où on a carrément une intégration de la sous-couche acoustique dans le panneau. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, au CSTC, on est occupé d'effectuer de recherches pour voir les différentes performances et l'influence des différents paramètres, notamment l'agrafage des tuyaux à travers la sous-couche. Il ressort des premiers résultats que l'influence de l'agrafage est relativement limitée sur les valeurs d'isolement en termes de bruit de choc, mais sachez voilà, que la recherche est en cours et est encore soumise à évoluer. Donc comment est-ce qu'on va sélectionner cette sous-couche acoustique? On va donc se renseigner et étudier la valeur delta LW, c'est vraiment la caractéristique acoustique euh, du produit par rapport à l'isolement au bruit de choc. Donc ce produit résilient a été développé et déterminé pour des planchers lourds, donc les planchers qui présentent une certaine épaisseur, donc 14 cm, donc ce qui correspond à une masse surfacique de 300 kg par mètre carré, et une chape qui vient par-dessus, qui présente une épaisseur de minimum 6 cm. Je vous laisse donc maintenant écouter le bruit d'une machine à choc. Donc voilà, c'est à l'aide de cette machine qu'on peut mesurer le niveau de bruit de choc d'un plancher, que ce soit en laboratoire ou sur chantier. Et donc en laboratoire, c'est grâce à cette machine également qu'on peut déterminer l'amélioration d'une sous-couche acoustique et donc la valeur delta LW. Donc savoir que ça se mesure selon la norme, la EN ISO 10140-3. Donc comment mesure-t-on le niveau de bruit de choc en laboratoire? On va donc placer la machine à choc sur le plancher pour lequel on souhaite déterminer son niveau d'isolement au bruit de choc, ou pour lequel on souhaite déterminer l'amélioration de la sous-couche acoustique. Donc il faut savoir que le plancher est complètement désolarisé de toutes les transmissions latérales, donc on va uniquement mesurer la transmission à travers ce plancher. Donc le niveau de pression au bruit de choc normalisé est défini à l'aide de la formule
suivant. Donc la valeur ln est égale à L2 plus 10 fois le logarithme de A sur A0. Donc le L2 correspond au niveau de réception dans le local de réception. Et l'autre terme, ben, c'est vraiment un terme d'adaptation propre au local de réception en tant que tel. On obtient donc, comme vous pouvez le voir ici, un spectre d'isolement en bruit de choc qui est réparti sur l'ensemble des fréquences, donc de 50 à 5000 Hz. Maintenant, cette valeur spectrale nous aide moins pour déterminer le niveau de bruit de choc. Donc bien souvent, on va uniquement utiliser la valeur unique. Donc la valeur unique, c'est la valeur LNW, donc on peut voir entouré ici en rouge. Et elle est déterminée et calculée sur base de la norme EN ISO 717-2. Et au plus cette valeur est élevée, au pire la valeur d'isolement au bruit de choc est. Donc on essaiera toujours d'avoir cette valeur la plus basse possible pour obtenir des bons résultats en termes d'isolement au bruit de choc. Ensuite, si on souhaite caractériser l'amélioration, donc la valeur delta LW d'une sous-couche, comment est-ce qu'on va procéder? Donc il y a deux étapes. Dans un premier temps, on va mesurer la valeur d'isolement au bruit de choc sans la sous-couche acoustique. Et ensuite, on va venir mesurer la valeur d'isolement au bruit de choc avec la sous-couche mise en œuvre. Et donc la valeur delta LW va correspondre à la différence entre les deux, donc entre la valeur d'isolement sur la dalle nue et la valeur d'isolement avec le système flottant mis en œuvre. Et là, pareil, on obtient une valeur spectrale. Et si on souhaite obtenir la valeur unique, on va également se baser sur la norme 717-2 pour obtenir la valeur delta LW, qui est la caractéristique du produit. Ici, par contre, en l'occurrence, au plus la valeur delta LW sera élevée, au mieux sera les performances de la sous-couche acoustique mise en œuvre. Attention, il faut savoir que les exigences de la norme s'appliquent également aux escaliers. Donc, quelles sont les solutions pour respecter les exigences de la norme? Mais premièrement, ça va consister à réaliser un escalier complètement indépendant. Donc, on va le désolariser complètement de la structure du bâtiment. Donc, on a un noyau totalement indépendant. Maintenant, on n'a pas toujours cette possibilité là de réaliser et désolariser complètement l'escalier. Donc, il existe des solutions. Donc, on va venir soit placer des bandes de désolarisation en pied et en tête d'escalier, qui va assurer un découplage par rapport à la structure du bâtiment et éviter les transmissions donc dans le bâtiment. Ou alors, on pourra utiliser des goujons spécifiques qui vont assurer une désolarisation acoustique par rapport à la structure du bâtiment. Voilà, c'est maintenant que s'achève mon exposé sur l'isolation acoustique des planchers par rapport au bruit d'impact. Ben voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous recherchez de plus amples informations sur ce domaine, je vous invite à consulter l'antenne norme du CSTC, l'antenne norme acoustique donc, que vous pouvez retrouver sur le site www.cstc.be. Merci bien, prenez soin de vous.